Dans le chapitre 4, nous avons posé dans la vidéo précédente la mise en équation sous forme canonique du circuit RLC. Nous attaquons maintenant le paragraphe 2, la résolution à proprement parler de cette équation différentielle. Vous allez voir que c'est assez technique et calculatoire, donc il faut prendre son temps, parce que c'est un sujet important en physique, et je pense que il est vraiment utile de maîtriser cette technique de résolution, donc je vais vraiment prendre mon temps de manière à ce que vous puissiez suivre dans les détails et ensuite refaire les calculs par vous-même sur une feuille vierge de manière à vraiment vous assurer que vous avez compris la technique dans ses détails et dans ses subtilités. Alors, de façon générale, en tant qu'équation différentielle, on commence aussi à chercher d'abord la solution à l'équation homogène, c'est-à-dire qu'en fait, on annule le second membre, le fameux E sur LC, qui figurait tout à l'heure dans la mise en équation sous forme canonique. Donc on l'a réécrit, l'équation canonique, mais cette fois-ci, le second membre est nul. Et donc il faut d'abord, dans une première phase ou étape, il faut d'abord résoudre l'équation homogène et chercher la solution à cette équation homogène. Alors, en fait, on va procéder comme suit. C'est pas un cours de maths, hein, donc on s'appuie sur les maths, mais c'est pas un cours de maths. On va admettre que la solution s'écrit d'une certaine manière. Ensuite, on va vérifier la condition pour laquelle effectivement ça peut être le cas, et ça va nous donner donc, ça va nous permettre de poursuivre la résolution moyennant ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Alors, on va admettre que la solution s'écrit U de t est égal à grand A, une première constante d'intégration, fois exponentielle de R1t, plus grand B, une seconde constante d'intégration, fois exponentielle de R2 fois t. Donc c'est la somme de deux exponentielles avec des coefficients R1 et R2 différents. Alors on va d'abord faire une phase de vérification. Donc on va dériver la solution U en calculant du sur dt, ça fait A fois R1, exponentielle de R1 fois t, plus B fois R2, exponentielle de R2 fois t, puisque c'est les règles toutes simples de calcul des exponentielles de fonctions composées. Ensuite, je dérive une deuxième fois pour obtenir D2U sur dt2, et tout simplement, j'obtiens grand A fois R1 au carré, puisque R1 est descendu une deuxième fois, fois exponentielle de R1t, plus grand B fois R2 au carré, exponentielle de R2t. Et puis maintenant, eh bien, nous disons que si cette solution admise pour l'instant la somme des deux exponentielles, si cette solution vérifie l'équation différentielle, eh bien, ça veut dire que d2u sur dt2 plus oméga 0 sur q du sur dt plus oméga 0 carré u doit être égal à 0. Donc ça, c'est la phase de vérification. Et donc maintenant, il suffit de coefficienter chacune des dérivées d'ordre 0 par oméga 0 carré, d'ordre 1 par oméga 0 sur q, et d'ordre 2 par le coefficient 1, et nous obtenons finalement, donc alors là, on écrit le résultat, mais vous pouvez redévelopper ce calcul, on obtient a r1 carré fois exponentielle de r1t, plus a r1 oméga 0 sur q fois exponentielle de r1t, plus grand A oméga 0 carré exponentielle de R1t. Mais maintenant, ça c'était pour c'est seulement une partie, puisqu'il y a encore la même chose avec la deuxième exponentielle, dont le facteur multiplicateur est grand B. Et ça se passe de façon totalement similaire. Donc maintenant, on a dans la somme, hein, enfin, on a, on a une somme dans laquelle il y a d'abord tout ce qui est terme en grand A, et maintenant les termes en grand B avec exponentielle de R2 de t. Et tout ça, cette somme doit être nulle. Donc le exponentiel R1 de t, on peut à chaque fois le mettre en facteur. C'est ce que j'ai réécrit ici. Vous obtenez grand A facteur de R1 carré plus oméga 0 sur Q R1 plus oméga 0 carré, le tout facteur de exponentielle de R1t. Et puis pareil avec les termes en B. Donc plus grand B, facteur de R2 carré plus oméga 0 sur Q R2 plus oméga 0 carré, fois exponentielle de R2 de t. Et tout ça doit être nul.
Or, les exponentielles sont jamais nulles. Une exponentielle, quel que soit son argument, c'est jamais nul. Ça veut dire que pour que cette somme soit nulle, en fait, il suffit que si grand A et grand B sont non nuls, hein, si A et B sont nuls, évidemment, vous n'avez plus de... À ce moment-là, U est égal à 0. Mais si grand A et grand B sont nuls, ça veut dire que R1 et R2 sont solutions ou racines de l'équation qu'on appelle équation caractéristique. Et cette équation caractéristique, elle est donnée par R carré plus oméga 0 sur Q fois R plus oméga 0 carré égale 0. Parce que si R1 et R2 sont les racines de l'équation, et bien du coup, les facteurs entre parenthèses sont nuls, et vous avez bien la somme égale à 0 comme il se doit. Et pour obtenir cette équation caractéristique, il faut maintenant la mettre en regard de l'équation canonique sans second membre initial. Donc pour passer de l'équation différentielle à l'équation caractéristique, on remplace chaque terme qui correspond à un ordre de dérivation par le monôme de degré égal à l'ordre de dérivation. Donc R carré pour la dérivée d'ordre 2, d2u sur dt2, R pour la dérivée d'ordre 1, du sur dt, et R puissance 0, c'est-à-dire 1, R puissance 0, ça fait 1, pour la dérivée u de u d'ordre 0. Voilà, donc ça c'est la technique ou la recette. Vous partez de l'équation différentielle, homogène, sans second membre, et vous établissez l'équation caractéristique en remplaçant chaque ordre de dérivation par le monôme de degré qui est égal à l'ordre de dérivation. Et donc là maintenant, il s'agit, il s'agit de calculer ces deux racines, R1 et R2. Alors pour ça, c'est une équation du second degré, on calcule le discriminant, delta. Delta, c'est b carré moins 4ac, ça fait oméga 0 carré sur q carré moins 4 fois oméga 0 carré. Et ça, on peut le mettre en facteur, hein, on peut factoriser. Et pour des raisons qui sont, disons, techniques aussi, on va privilégier une factorisation donnée. Mais avant de poursuivre, il faut d'abord bien se souvenir de ce qui se passe selon le signe du discriminant. Il y a trois possibilités qui correspondent donc à trois régimes de fonctionnement du circuit RLC et qui correspondent aussi aux trois cas de figure, delta strictement positif, delta strictement négatif et enfin delta rigoureusement nul. Ça fait trois possibilités mathématiques pour delta qui correspondent à trois régimes de fonctionnement physique pour le circuit RLC. Et on va commencer évidemment par le commencement, c'est-à-dire delta d'abord strictement positif. Alors quand delta est strictement positif, pour une équation de second degré, vous savez que votre équation de second degré, elle admet deux racines réelles, notées R1, R2, et là on utilise une notation qui permet, R1,2, qui permet sous forme unique de mettre les deux solutions dans une ligne unique. Donc R1,2, c'est moins B sur 2A, plus ou moins racine de delta. Alors maintenant, factorisons delta, là, puisqu'on peut mettre 4 oméga 0 carré en facteur. Ça fait 4 oméga 0 carré facteur de 1 sur 4Q2 moins 1. 1 sur 4Q2 moins 1 fois 4 oméga 0 carré. Et par conséquent, R1,2, ça donne moins B sur 2A, c'est-à-dire moins oméga 0 sur Q, ça c'est moins B, plus ou moins, alors racine de delta. Quand on prend la racine du discriminant, le 4 oméga 0 carré devient 2 oméga 0 quand je prends la racine, et après j'ai racine de 1 sur 4Q2 moins 1. Et le tout divisé par 2A. Or, A est égal à 1, donc le tout divisé par 2. Donc ça se réécrit un peu. R1,2, alors vous voyez, il n'y a rien de compliqué, mais c'est calculatoire, donc il faut être prudent et il faut aller pas à pas. Ça donne R1,2, ça donne moins oméga 0 sur 2Q, plus ou moins 2 oméga 0 fois racine. Alors oui, le 2 oméga 0 se simplifie avec le 2 du dénominateur, donc je répète. Moins oméga 0 sur 2Q, plus ou moins oméga 0
racine de 1 sur 4Q2 moins 1. Alors surtout, bien sûr, surtout, n'allez pas retenir ça par cœur. Hein. Là, les sciences, c'est pas juste retenir des formules par cœur. Il faut retenir la méthode, le cas échéant, il faut comprendre à quoi elle correspond, mais surtout ne retenez pas ces formules par cœur, ça serait de la folie. Alors oui, bien sûr, on a dit delta est strictement positif. Pour l'instant, on n'a pas encore dit dans quelles conditions euh, on va obtenir ces trois possibilités, parce que c'est évidemment selon les valeurs de Q. Donc je le réécris. Comme rappel, puisque c'est bien de garder ça sur l'écran pour toute la suite de l'écran. Donc si on veut que delta soit positif, ben, il faut que 1 sur 4Q2 moins 1 soit positif. Et ça, ben, c'est facile à calculer. Q2 est positif, hein. Donc ça donne 1 sur 4Q2 est strictement supérieur à 1. Et donc comme 4Q2 est forcément positif, il n'y a pas d'inversion de la relation d'ordre qui peut arriver éventuellement si on multiplie par des quantités négatives. Donc on obtient tout simplement 4Q2 qui doit être inférieur en fait à 1, ou encore Q2 inférieur à 1 quart. Hein, tout ça c'est mathématique triviale, mais simplifié par le fait que 4Q2 c'est forcément positif. Et enfin Q, il faut que Q soit inférieur à 1,5. Donc ça c'est peut-être, si on retient, c'est une bonne chose, bien que ce ne soit pas nécessaire. Quand vous avez Q, le facteur de qualité, qui est inférieur à 1,5, vous avez deux racines réelles positives, et ça correspond au premier cas de figure que nous devions décrire, qui n'est pas nécessairement le plus intéressant, mais qu'il était absolument nécessaire de décrire. Et dans la vidéo suivante, évidemment, nous continuons cette résolution.